Comment comprenez-vous vous-même donc cette apparition du thème du sacrifice, qui est évidemment éminemment paradoxale, dans la mesure où aujourd'hui la pensée antitotalitaire en France non seulement conduit à une réévaluation de la modernité, ce qui n'est pas le cas chez Patočka ni dans la dissidence tchèque, mais aussi nous dit, au fond, le totalitarisme, c'est l'exaspération, l'exaltation de la mentalité sacrificielle. On sacrifie la vie à quelque chose de plus haut que la vie, et ce qu'on appelle l'individualisme démocratique de nos jours, c'est de dire, eh bien non, c'est fini, c'est-à-dire l'individu refuse de se sacrifier et se constitue comme tel sur le refus d'une telle abnégation, d'un tel sacrifice de soi. Alors comment comprenez-vous, chez Patočka, l'apparition du thème du sacrifice au centre de son idée même de la politique et de la liberté? Mais parce que l'alternative est pire. Si nous faisons retraite de cette vision du sacrifice totalitaire au bénéfice de la totalité, au bénéfice de la communauté, nous n'avons plus qu'un individualisme pauvre, un hédonisme simple. C'est donc l'au-delà du totalitarisme et non pas l'en-deçà du totalitarisme. Et c'est cela qui est très difficile à penser. C'est un au-delà du totalitarisme, compris non seulement comme régime politique, mais comme exemplaire de ce qu'est la totalité de la condition moderne, dans la dominante de ce que Heidegger appelait l'essence de la technique. Alors, je crois qu'ici, le philosophe est simplement celui qui a été aux extrêmes. C'est le passage aux extrêmes. D'ailleurs, moi, je pense qu'il y a dans sa philosophie quelque chose d'assez proche de ce que l'on trouve chez Dostoïevski. Cette idée qu'on est coupable devant tous et pour tous. Et là, nous évoquions dans des conversations particulières une certaine parenté même avec Lévinas. Ah bah oui, parce que Lévinas revient sans cesse sur cette phrase. La substitution. La substitution, il revient sans cesse sur cette phrase qu'on trouve, je crois, dans les frères Karamazov, où nous sommes coupables de tout devant tous. Devant tous, et moi plus que tout autre. Et moi plus que tout autre. Je crois que, je ne cite peut-être pas très exactement, Lévinas fait un commentaire incessant de cette phrase, et il dit dans un entretien récent, je crois publié par la revue Autrement, que le sacrifice, c'est la possibilité ultime de l'aventure humaine. Et il le dit justement en réponse à Heidegger, où dit-il, la possibilité de mourir pour l'autre n'est pas possible, la mort est toujours mienne. Et Lévinas, se fondant sur un magnifique récit de Tolstoï, Maître et serviteur, montre au fond que l'humain dans l'homme, au fond, c'est le mourir pour. Donc il y a en effet une parenté à cet égard. Oui. Alors ça, c'est le côté qui me paraît assez impénétrable de Patočka, c'est son affinité avec les slavophiles. Et alors peut-être pouvez-vous dire quelque chose que je ne connais pas. Quand il fait une liste des véritables héros à la fin de Liberté et Sacrifice, il y a un ensemble de textes sur les vrais les héros de notre temps. Eh bien, qui met-il côte à côte Solzhenitsyn et Sakharov? Oui. C'est-à-dire deux figures, l'une qu'on pourrait dire de l'hypermodernité et l'autre de la traditionnalité. Mais alors c'est, je crois, un peu en confirmation de mon propos de tout à l'heure, que une certaine figure de la rationalité peut, en se désécurisant, rejoindre une figure de la traditionnalité qui aussi se désécurise, pour passer par le point du rien. Mais après tout, je pense à une chose, c'est un petit peu le sens du livre de Job, n'est-ce pas? Où Job, à la fin, découvre qu'il faut aimer Dieu pour rien. Alors il y a un pour rien, je crois, qui est le secret de Patočka. Faites la Wielorecki sur ce thème, parce que c'est vrai que c'est très important dans la mesure où nous sommes vraiment conviés à choisir une sorte de ou bien entre Sakharov et Solzhenitsyn, et Patočka fait le contraire. Je voudrais un peu situer la pensée patočkienne des sacrifices dans le contexte spécifique de l'histoire tchèque. Ça veut dire cette idée est étroitement liée à la cité parallèle. Patočka cherchait de théoriser, de penser philosophiquement la cité parallèle comme un destin de la pensée, Il a même théorisé une cité parallèle planétaire, une cité planétaire où ça veut dire, à travers cette cité parallèle planétaire, pourra revenir l'idée de l'Europe
Et voilà. Alors, on doit garder ce contexte spécifique. En ce qui concerne Solzhenitsyn, Patočka était fasciné par le discours des Nobel de Solzhenitsyn. Et toute la vie, il a conservé une admiration énorme pour ce texte, dont il a dit que c'est un sommet de la pensée européenne. Alors, qu'est-ce que le thème de ce texte, n'est-ce pas? Solzhenitsyn dit que l'existence humaine est caractérisée par un manque, par un défaut. Ça veut dire les expériences des autres nous semblent faibles, nous semblent transparentes, nous semblent peu éloquentes. Alors, Solzhenitsyn définit l'art et même la pensée comme redonner la vie à l'expérience des autres, de manière telle que la souffrance des autres puisse devenir la nôtre. Alors, Patočka est extrêmement fasciné par cette idée-là, parce qu'il dit que voilà, la société planétaire, c'est une société où les expériences des autres est devenue ultra abstrait, super abstrait, quelque chose parce que nous vivons dans une unité où l'expérience ne compte rien, n'est-ce pas? Alors, selon Patočka, Solzhenitsyn a vraiment saisi le point central de la modernité. Ça veut dire la prétention à l'universalité qu'Europe a toujours formulée est légitimée seulement par l'expérience, grâce à la communication entre les expériences. C'est l'évidence, n'est-ce pas? Alors, je pense que c'est ici qu'on peut introduire son thème de la solidarité des ébranlés. Exactement. Qui d'ailleurs nous ramène plutôt vers l'expérience de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est une parenthèse de notre discussion, mais pour ma part, je suis assez troublé par le fait que Patočka dit peu de choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Pour lui, la Première Guerre mondiale est significative, probablement parce que c'est ça le suicide de l'Europe, n'est-ce pas, le suicide visible de l'Europe. Bon. Mais l'expérience du front est pour lui absolument exemplaire. Et il évoque à cette occasion-là Ernst Jünger et Teilhard de Chardin, n'est-ce pas? C'est la solidarité des ébranlés, c'est-à-dire de ceux qui ont survécu au désastre. Alors il y a cette idée de survivre au désastre. Mais alors là, justement, moi j'ai lu très attentivement et plusieurs fois le dernier chapitre des Essais hérétiques sur la guerre comme la grande expérience du XXe siècle. Et dans ce chapitre, il introduit en effet ce thème très éloquent, très fort, très beau, qui nous poursuit longtemps, de solidarité des ébranlés. Mais la référence à Jünger pour fonder cette solidarité des ébranlés me paraît beaucoup plus difficile à accepter personnellement que la référence à Solzhenitsyn, dans la mesure où Jünger fait de l'expérience du front, la Fronterlebnis, une sorte de possibilité de réconcilier la pensée réactionnaire avec le modernisme. L'expérience du front pour Jünger, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience d'une communauté qui ne va donc plus se chercher elle-même dans un passé idyllique pré-industriel, mais qui se retrouve au milieu de la guerre de matériel. Et à partir de cette expérience du front, Jünger construit, si vous voulez, une réconciliation avec la technique qui donnera quand même la pensée fasciste. Oui, alors, la seule chose positive qu'on peut peut-être dire en faveur de Jünger, qui n'est pas un homme respectable, bon, à bien des égards, c'est que le politique est brisé, là, parce que l'ami et l'ennemi se reconnaissent dans la détresse. Alors là, je crois que c'est cela, cette espèce de communauté parallèle dont vous parliez tout à l'heure, qui se constitue dans les interstices des communautés. Alors, comment maintenant pouvoir penser cela dans la période de reconstruction d'après la guerre froide? C'est un problème de savoir qu'est-ce que Patočka peut nous apprendre encore. Moi, je penserais que c'est essentiellement une mise en garde contre des grandes illusions. Que ce sera facile, d'établir un état de droit universel. Pour lui, il y a des pulsions tellement fortes vers la domination et vers la mobilisation générale des hommes que ce n'est pas simplement avec des instruments juridiques que l'on pourra surmonter la crise et les crises de l'Occident. Patočka naturellement a formulé ces idées dans le dernier chapitre des livres que vous avez cités d'une manière vraiment très compliquée. Mais en tout cas, on doit toujours souligner ça. Ce qui caractérise la modernité tardive,
c'est la forme extatique de la vie quotidienne. Ça veut dire la vie quotidienne, la défense de la vie devient extase collective. La guerre, c'est la forme visible de cette extase. Mais même la vie quotidienne qui nous semble la plus pacifique possible est une guerre, selon Patočka. Patočka dit, les moments les plus paisibles de notre existence sont des moments de guerre, parce que la manière même dont nous travaillons dans le monde, aujourd'hui c'est une guerre. Et je pense que le désastre écologique, par exemple, qui est toujours plus le thème de notre époque, c'est la trace visible de cette guerre que l'homme occidental mène contre la nature, ça veut dire contre ce qui a un destin, qui n'est seulement quelque chose qu'on peut manipuler. Et voilà. Alors, la guerre, c'est seulement la forme visible de quelque chose qui pacifiquement se réalise. Moi, je serais d'ailleurs intéressé à cet égard par une confrontation et peut-être un entrecroisement de Patočka avec Hans Jonas, n'est-ce pas, qui parle très positivement sur la responsabilité et avec peut-être un thème commun, que de quoi sommes-nous responsables? Essentiellement de ce qui est périssable, de ce qui est fragile. Et alors c'est la vision d'un monde en apparence, encore une fois, sécurisant, mais qui en réalité crée du danger. L'homme est partout en danger par l'homme lui-même. Et je pense que là, Jonas et Patočka pourraient se rejoindre. Pas seulement, avec une responsabilité. N'est-ce pas? Je crois que c'est ça quand même la grande différence entre Heidegger et Patočka. Je crois que Heidegger a vu l'issue, je veux dire pas dans une esthétique, mais en tout cas dans une philosophie très fortement esthétisée, n'est-ce pas, par la confrontation avec Hölderlin. Patočka nous renvoie malgré tout vers l'éthique et le politique. Oui, c'est ça. À partir d'une vision du monde moderne qui est très imprégnée de Heidegger, c'est autour de la notion de sacrifice, de responsabilité, d'obligation que se constitue la réponse de Patočka, donc à travers de thèmes qui ne sont plus du tout heideggeriens. Et c'est ce qui fait qu'il a été choisi comme porte-parole de la Charte 77 et que finalement il a été l'homme sacrifié, il a été le Socrate, n'est-ce pas, du XXe siècle. Mais alors, je dirais avec Zakharov. Une ultime question avec Sakharov, oui, une ultime question que je voudrais poser peut-être à Václav Bělohradský. Patočka a été d'une certaine manière l'inspirateur de la pensée de la dissidence. Que peut-il rester de Patočka maintenant que la dissidence accède à la présidence, si j'ose dire? Pas seulement à la présidence, accéder au pouvoir. Oui, accède à la présidence, oui, c'est ça, accède au pouvoir de façon générale. Est-ce que la page est nécessairement tournée ou est-ce que la politique peut, et notamment en Tchécoslovaquie, peut rester inspirée de son enseignement? On doit rester fidèle à l'idée fondamentale que nous avons formulée au début de notre débat. Le savoir philosophique, par son essence, est quelque chose qui ne peut s'incarner dans les institutions. Alors, même si le président Havel est un disciple de Patočka, en tant que l'homme de pouvoir, et je dis ça avec respect extrême, en tant que l'homme de pouvoir, il ne peut pas incarner l'esprit de la philosophie. Parce que l'esprit de la philosophie est toujours la cité parallèle. La cité parallèle des mortels, naturellement. Oui, j'ai envie de voir un texte de Havel, qui est, je crois, un texte qu'il a lu à Jérusalem quand il a été invité pour recevoir dans une grande célébration, où il a dit « Je suis une personne déplacée dans l'exercice du pouvoir ». Moi, je crois que quand un homme de pouvoir peut dire ça, je m'attends à être arrêté à la sortie de cette réunion, parce que c'est une position impossible et d'une certaine façon intolérable. Mais après tout, c'est peut-être Platon, n'est-ce pas? On les forcera à gouverner. C'est-à-dire, c'est celui qui n'a pas le sens du pouvoir et dont toute la pensée repose sur la critique interne du pouvoir qui peut peut-être exercer le pouvoir de façon sobre. C'est l'héritage de Patočka le plus authentique. Chaque homme qui exerçait le pouvoir, c'est un homme déplacé. Très bien, je vous remercie de cette discussion et de cette conclusion. Je voudrais rappeler le titre du livre de Patočka que nous avons le plus commenté, Jan Patočka, Liberté et Sacrifice, publié chez Jérôme Millon. Rappelez également que dans un article que le Messager européen a publié dans sa deuxième livraison, Václav Bělohradský a commenté l'œuvre politique de Patočka. L'article s'intitule « La modernité comme passion d'une autre ».